Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Enfin, un Premier ministre, nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Vous allez me dire ce que vous en pensez ce matin. Évidemment, on va consacrer une bonne partie de l'émission à ce sujet. Pour commenter cette nomination, Jean-Pierre Denis, bonjour. Journaliste, écrivain, chroniqueur à La Croix, journal que vous avez longtemps dirigé. Moi, c'était La Vie quand je dirigeais. À chaque fois, je me trompe. C'est la presse catholique, c'est la de presse toute façon. catholique, voilà, vous êtes catalogué. Mathieu Bachalon, communicant, président de N2B Conseil, bonjour. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, on est ravis de vous recevoir. Les autres aussi, mais c'est vrai que voilà, et Frédéric est arrivé avec un nouveau livre, Parlons-nous tous la même langue, comment les imaginaires transforment la France. C'est coécrit avec Brice Sokol. Qui est Brice Sokol? Brice Sokol est un communicant et un ancien membre du cabinet de Jean-Luc Borloo. D'accord. Et c'est un livre qui paraît dans quelques jours aux éditions de l'Aube. Et Jean-Baptiste Moreau. Bonjour Jean-Baptiste, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Et vous avez été vous-même agriculteur. Oui. Donc, évidemment, on va revenir sur cette nomination longue, attente, et puis sur cette passation de pouvoir, puis les différentes supputations qui vont entourer la nomination de ce nouveau gouvernement. Frédéric, on va commencer avec vous. Ça me ravit hélas votre coup de cœur. J'en ai deux coups de cœur, mais c'est tout ce contexte des Jeux Olympiques et ce qui s'est passé dans l'atmosphère, dans le moral des Français, le plus 22 points qu'on a mesuré dans l'enquête fiduciaire pour Sud Radio après un niveau d'optimisme jamais vu en juin dernier avec 17%. C'est le succès des Paralympiques pour être allé sur beaucoup de sites. Il y a un monde fou, c'est complet. Une fois de plus, on a vu que ce serait un mythe. Et puis, absolument, c'est un coup de cœur aussi pour Sud Radio. C'est Jean-Jacques Bourdin, ce matin, qui a reçu cette championne afghane, qui est menacée de mort, qui reçoit des insultes sur les réseaux sociaux, parce qu'elle est simplement, elle ne veut pas vivre comme les femmes afghanes. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé récemment. Elles n'ont plus le droit d'écouter de la musique. Elles n'ont plus le droit de parler en public. La seule chose qui leur reste peut-être, et Jean-Jacques l'a dit, je trouve que c'est plutôt bien dit, elles n'ont plus le droit que de respirer. Et on en est là. Et quand on voit les débats sur le voile, quand on voit que l'invité de Jean-Jacques Bourdin, après dans la matinale, j'ai bien suivi votre matinale, Raphaël Arnaud a dit que le voile c'était comme un rouge à lèvres. On voit là, je sais que ça vous énerverait, on voit vraiment qu'il faut écouter le témoignage de ces personnes qui sont, si je puis dire, au front face à l'islamisme et l'obscurantisme surtout, le plus terrible. J'en parle tous les jours depuis le début de la semaine parce que je suis abasourdi par le silence, aussi autour de ce qui se passe en Afghanistan, de ces femmes qui sont emmurées vivantes. Elles n'ont plus le droit de parler, elles n'ont pas le droit de chanter, elles ne reçoivent rien. Attendez, ça se passe pas en Afghanistan, ça se passe à Paris. Et à Paris, absolument. Elle est réfugiée à Paris, elle est réfugiée chez nous et elle est menacée chez nous. Très bien. Mais je redis encore ce témoignage qu'une proche m'a envoyé sur les réseaux sociaux d'une jeune femme qui appelle à l'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui aide les femmes afghanes. J'ai besoin de conseils pour aider une jeune afghane de 13 ans arrivée en France avec sa famille il y a quelques années et qui vit des moments compliqués avec ses parents, qui lui interdisent de faire du sport, qui lui interdisent parce qu'elle est une fille musulmane et donc que c'est mal. Elle rêve de petits boulots, de sortir avec ses copains. Elle n'en a pas le droit. Quand elle exprime son désaccord, ils évoquent la possibilité d'un mariage forcé en Afghanistan et ils disent et en fait les parents ont très peur du jugement des autres Afghans et cette personne qui s'occupe beaucoup des Afghans me dit je ne comprends pas ces gens qui sont réfugiés en France et qui veulent appliquer les mêmes règles que celles qui sont dans ce pays. Vous avez raison de dire, c'est en France que ça se passe. Parce qu'ils ont une partie de leur pays là-bas, une partie de leur famille là-bas, et que du coup, forcément, ils sont jugés en permanence par cette famille. Mais j'avais pris la défense cet été de mon amie Sophia Aram, qui s'était fait attaquer notamment par ces petits bourgeois blancs de la France insoumise, qui ne sont jamais exposés aux dangers de l'islamisme et à ces problématiques-là, qui prennent fait et cause pour eux. C'est dramatique ce qui est en train de se passer et ce relativisme sur le voile. Le voile, c'est pas une femme adulte qui choisit librement de porter le voile, c'est pas un problème effectivement. Mais il faut être complètement. Elles ne le sont pas. Elles ne sont jamais. Oui, c'est ce que je voulais dire. Elles ne le sont jamais parce qu'il y a une pression sociale, y compris dans certains quartiers, où une femme qui
musulmane ou même pas d'ailleurs, arabe, qui sort dans la rue, se fait siffler et insulter parce qu'elle porte pas le voile. Donc elles sont jamais libres de le faire, et les discours de cette extrême gauche Cubéni, qui est devenu totalement, je veux dire, inféodé aux islamistes est absolument catastrophique, et on va au-devant de gros problèmes dans notre pays à cause d'eux. Oui, pour rebondir sur ce que disait Jean-Baptiste a raison, en utilisant le terme de Cubéni. Moi, j'ai connu, enfin pas personnellement, mais on a tous connu à l'époque un Jean-Luc Mélenchon, laïcard, bouffeur de curé, avec tout ce que ça représentait, et on voit un virage en quelques années à 360 degrés, avec désormais les membres de son parti, et c'est pas un des cas isolés, hein, il y en a eu plusieurs, qui à chaque fois vont défendre des prises de parole et des modes de vie religieux. Ça a été, je sais pas si vous avez suivi, mais vous vous souvenez quand il y a eu la polémique autour de la cérémonie des JO, Jean-Luc Mélenchon, dans une sorte de gloubi-boulga, est poussé jusqu'au bout dans ses retranchements sur cette nouvelle ligne qui s'était imposée, est allé jusqu'à dénoncer les abus de cette cérémonie, se plaçant ainsi dans le même camp que la Conférence des évêques de France, et aussi que les différents pays comme l'Iran ou d'autres qui avaient, vous savez, coupé la diffusion. Donc voilà, on le sait, on en a parlé plusieurs fois. On a un parti qui est à la dérive, qui est à la fois à la dérive et qui fait aussi du clientélisme. Ce serait drôle si c'était pas tragique, parce que il y a des gens dans ces quartiers, comme vous le dites Valérie, qui sont victimes de ça, et la gauche, une certaine gauche du moins, les a abandonnés. Oui, Jean-Pierre Denis, sur cette situation. Petit bémol sur l'histoire de la cérémonie des JO. D'une certaine façon, la Conférence des évêques de France, puisque vous la citez, a réagi avec beaucoup de modération, dans un contexte de pression assez forte. Plutôt de l'aile droite, en fait, identitaire du catholicisme, qui sont pas d'ailleurs forcément les catholiques pratiquants. C'est un petit bémol, mais je vois bien l'astuce de mettre toutes les religions dans le même sac. C'est plutôt ça qui me semble pas juste. En revanche, je suis d'accord pour constater que effectivement, Mélenchon a fait un virage total. C'est un virage clientéliste et qui a été efficace dans les urnes, il faut bien le dire. Hein. Mais au-delà de LFI et autres, on a quand même un problème aujourd'hui en France, et je ne sais pas si ce Premier ministre va s'y attaquer, mais sur cet entrisme islamiste, ce que dénonce Sophia Aram, vous en parliez, mais cet entrisme islamiste qui est très puissant et contre lequel on ne fait rien. Il y a des pays dont la religion est l'islam, qui empêchent un certain nombre d'excès. Parce que l'islam est une religion évidemment qui se pratique par énormément de gens qui le font dans leur intimité, mais il y a cet islam politique qui est extrêmement dangereux et contre lequel on ne fait pas grand-chose. Le problème n'est pas la religion, comme souvent, c'est les extrémistes de cette religion, et les accusations d'islamophobie qui fleurissent à la moindre occasion, c'est effectivement ce que veulent faire les islamistes, c'est-à-dire regrouper l'ensemble des musulmans derrière eux, et même l'ensemble des arabes derrière eux, parce que tous les arabes ne sont pas musulmans, et tous les musulmans ne sont pas pratiquants, enfin comme dans la religion catholique et dans toutes les religions. Même ceux qui sont pratiquants ne sont pas des extrémistes. Mais non, bien sûr que non. Et bien sûr que non. Bien sûr que tous les pratiquants ne sont pas des extrémistes, et que le problème n'est pas la religion en tant que telle, c'est l'islam politique qui veut imposer des règles rigoristes qui sont même pas forcément les règles de l'islam d'ailleurs, hein, qui sont les règles de ces extrémistes d'humiliation de la femme, et qui sont des totalitaristes en puissance. Donc c'est très dangereux que les politiques républicains jouent le jeu de ces gens-là. Qu'en disent les Français dans vos enquêtes? Très clairement, les Français, y compris les sympathisants de gauche, parce que sur toute une série de sujets, parce que vous avez dit, j'entends ce que vous dites, ça a marché électoralement, et si on disait que ça n'a pas marché électoralement, est-ce que si Jean-Luc Mélenchon, s'il était resté dans sa posture laïque d'une gauche humaniste, est-ce que la gauche n'aurait pas pu rapporter plus de sièges? Alors, il y a des circonscriptions où ça les a aidés ou pas, mais en dehors de ça, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point sur toute une série de sujets, le peuple de gauche, je parlais comme François Mitterrand, est en décalage avec les prises d'opposition des insoumis sur la sur dire que la police tue, sur dire qu'il y a un racisme systémique, sur l'utilisation de ce mot islamophobie qui a été écrit noir sur blanc sur le programme du NFP. C'est un mot terrible, c'est un mot qui met une cible sur les personnes qui sont stigmatisées comme islamophobes. C'est un mot qui relève de cet entrisme, et c'est un mot qui entretient cette confusion absolument délétère et en rupture avec ce qu'est la France sur le droit de critiquer
toute religion et bien sûr pas le droit de discriminer des groupes. On en est là, et de ce point de vue-là, la gauche qui est en tête à l'Assemblée nationale mais n'a pas gagné les élections, elle est à 100 sièges, 95 sièges de la majorité absolue, et sur beaucoup de sujets en décalage avec l'ensemble des Français en général et les sympathisants de gauche. Je pense que ça lui met un plafond de verre au-dessus de la tête, effectivement, qui empêchera de l'accession au pouvoir. Et cette extrême gauche est raciste de fait, puisqu'elle renvoie tous les Arabes à être obligés à se soumettre à l'islamisme. Donc c'est vraiment catastrophique. On se retrouve dans un instant avec vous et on va évidemment commenter la nomination du nouveau Premier ministre Michel Barnier, et non pas Michel Bernier, comme certains l'ont cru. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, chroniqueur à La Croix, Mathieu Bachelon, communicant, président de M2B Conseil, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Vous avez publié La Fracture aux éditions des Arènes, mais vous publiez dans quelques jours un nouveau livre, Parlons-nous la même langue, aux éditions de l'Aube, que vous avez coécrit avec Brice Sokol. On aura l'occasion d'en reparler évidemment. Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, ancien agriculteur. Évidemment, nous allons revenir sur la nomination de Michel Barnier, nouveau Premier ministre, le rôle du RN, qui pour gouverner avec Michel Barnier, quel avenir pour Gabriel Attal. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On va continuer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Rapide tour de table. Mathieu Bachelon, tout autre chose. C'est le foot français. Vous savez que j'aime bien être ici, autant que faire se peut, le porte-parole des fans de foot et des supporters français. Et ça ne vous aura pas échappé que depuis plusieurs mois, et surtout dans les dernières semaines, la gestion déplorable du football français a éclaté au plein jour, et notamment les élections, enfin le simulacre d'élection à la présidence de la Ligue de football professionnel. Le système est très complexe, on se croirait à l'époque d'un congrès du PS, c'est dire la complexité et la tambouille qu'il y a. Mais en gros, le président va être a priori nommé sans avoir pas d'opposant, ou du moins un opposant qui aurait été choisi par les familles du football français. Ce terme de famille, moi, me fait penser un peu aux parrains et à Don Corleone. Le football français va très mal, les supporters sont complètement mis à l'écart. Alors il y a la question des droits télé, puisque une grande partie des recettes des clubs français provient des droits télé. Or, pendant longtemps, le produit, puisqu'on va parler comme ça, le produit du championnat de France a été surévalué, et lorsque les différents acteurs qui se sont succédés, Canal+, Amazon et désormais DAZN, ne veulent plus payer, la Ligue a vendu au plus offrant, dans une gestion calamiteuse, avec aujourd'hui, là on se met du côté des consommateurs, le consommateur qui aime le foot est obligé de payer un abonnement autour de 40 € pour n'avoir que le championnat de France et encore pas tous les matchs. J'avais déjà fait un coup de gueule au moment de l'Euro, vous vous souvenez, sur le fait qu'en France, il est de plus en plus difficile de pouvoir voir des matchs gratuitement. Non seulement il est difficile de voir des matchs gratuitement, mais il est compliqué d'aller au stade désormais, puisque là, c'est les supporters de deuxième division, donc de Ligue 2, se sont vus imposer un nouveau calendrier à quelques semaines à peine du début du championnat. Les matchs devaient être le samedi, puis 3 semaines avant, ça a été placé au vendredi, lorsqu'on sait quand même que le football, ce n'est pas que des matchs, c'est une transmission familiale. C'est souvent un moment où des pères de famille, des mères de famille vont avec leurs enfants, et ben là c'est compliqué, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc il y a un mépris, je trouve, qui est extraordinaire pour les supporters, et puis surtout un football français qui va mal, avec des résultats qui sont pas à la hauteur, et des clubs qui sont exsangues financièrement. Il y a pas que le foot. Moi je suis un fan de basket et du Limoges CSP, et la Ligue de basket, on a exactement la même problématique, qui est vendue au même prestataire avec le même abonnement, et qui est réservé et qui choisit des horaires de match de n'importe quoi, effectivement, du vendredi, du dimanche soir, ou des choses comme ça, où les familles peuvent pas se déplacer dans les stades de basket. Donc effectivement, on a un vrai souci dans la gestion des ligues, des différents sports professionnels aujourd'hui en France. On continue. Jean-Pierre Denis, vous, c'est un coup de projecteur. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est certainement pas... C'est pas un coup de cœur ni un coup de gueule. Voilà, c'est certainement pas un coup de cœur, en effet. Ça peut pas non plus un coup de gueule. C'est juste un fait qui quand même nous intéresse. Je vais peut-être expliquer pourquoi. Aux États-Unis, où il y a toutes ces tueries en masse, beaucoup de débats, mais finalement une impossibilité de changer les choses. La dernière en date, un adolescent de 14 ans qui a tué 2 jeunes et 2 adultes dans un établissement scolaire.
eh bien le père de cet ado vient d'être inculpé. C'est pas complètement aberrant, en effet, parce que cet enfant avait déjà été repéré par la police. La police était rendue au domicile familial. Le père avait dit qu'il n'y avait aucun problème, que les armes étaient en sécurité. Voilà. Alors ça pose une question qui intéresse sans doute nos auditeurs, celle de la responsabilité des parents dans les actes criminels commis par un jeune de 14 ans. C'est un débat assez complexe, mais c'est aussi une façon pour la justice américaine de faire bouger les choses, puisque les politiques en fait sont incapables de s'entendre pour éviter ces massacres qui sont, qui font malheureusement presque partie de la culture américaine. Donc peut-être que c'est un levier pour faire bouger effectivement les choses. Sujet souvent évoqué en France sur la responsabilité des parents. Moi j'ai des amis qui ont été victimes d'un cambriolage assez violent. Homejacking, sont des mineurs. Pas beaucoup de recours. Néanmoins, ils ont décidé d'attaquer les parents pour leur responsabilité civile. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est ce que font aujourd'hui tous ces escrocs, tous ces délinquants, c'est d'envoyer des mineurs cambrioler, s'attaquer à des gens parce qu'ils savent qu'ils seront peu punis, quoi. Et ça fait plusieurs fois que on voit que les parents de ces adolescents étaient au courant des problèmes psychiatriques graves de ces jeunes. Ils étaient au courant et ils ont encouragé en fait l'usage de ces armes. Et donc la justice américaine s'est saisie en fait de ces cas parce que il peut y avoir effectivement des parents qui sont dépassés, qui sont pas du tout au courant, des jeunes qui font ça secrètement. Donc ça pose la question de la responsabilité des parents. C'est très difficile, c'est très délicat. Évidemment, c'est pour ça que je dis c'est pas un coup de gueule, c'est pas un coup de cœur, c'est juste comme vous l'avez dit, un coup de projecteur. Non, ce qui est très intéressant, c'est voir comment la classe politique en fait américaine ne se saisit pas de ce sujet. C'est la 50e, 100e tuerie. On voit Kamala Harris qui condamne et qui dit qu'il faut mieux encadrer le recours aux armes et Trump qui monstruoise, si je puis dire, l'auteur de cette tuerie en disant c'est une bête sauvage, etc. Mais il n'y a pas parce qu'il y a je sais plus l'amendement de deuxième amendement. L'idée que on doit avoir une arme, c'est les remugles du Far West. La classe politique américaine est incapable d'être sur une position qui irait abolition. Oui, mais il y a la toute puissance de la NRA, la National Rifle Association, par le passé, etc. Et oui, effectivement, c'est intéressant de voir que là, le politique peut-être j'en parlais tout à l'heure sur un de vos coups de gueule. Ne change pas les choses. Alors, ce qu'on attend du politique, c'est qu'il transforme le quotidien et qu'il pèse sur le cours des vies quotidiennes. Oui, c'est très significatif que ce soit les juges qui prennent la décision, en fait, de monter au créneau sur une base juridique. Alors, je connais pas le droit américain, on verra ce que ça donne, mais c'est une façon de faire évidemment pression. D'abord sur les familles aussi, que les familles sachent qu'elles doivent surveiller leurs ados sur ces sujets, et puis aussi sur la classe politique américaine. Mon coup de gueule à moi porter, puisqu'avec vous on va évoquer Michel Barnier, Jean-Baptiste. Moi je voulais évoquer le niveau absolument catastrophique de certains députés. On l'a déjà évoqué ici, mais Ercilia Soudet, qui hier s'est encore distinguée en qualifiant de dinosaure Michel Barnier. Qui a le même âge que Jean-Luc Mélenchon. Absolument, vous m'avez retiré les mots de la bouche avec d'une part, le jeunisme, la stigmatisation des gens de plus de 70 ans ou plus âgés que cette personne, le niveau d'un Sébastien Deloglus qui s'offusque qu'une femme lui mette la main sur le bras, qui publie des vidéos absolument calamiteuse. Frédéric, c'est là-dessus que vous vouliez aussi dire un mot. On est assez effondré par le niveau en particulier effondré. Il y a eu bien sûr la bonne surprise en termes de participation des européennes et des élections législatives, mais le sentiment chez beaucoup de Français, c'est que voter ne sert plus à rien, que les élus ne font pas leur boulot. Et le vote, c'est un contrat de confiance entre des représentants et des représentés qui sont là pour changer la vie. Je le répète, la confiance dans les élus locaux, par exemple, repose là-dessus. Oui, Ercilia Soudet, tout l'été, nous a fait gratifier de scénettes, de vidéos. On se souvient de son ricanement absolument lamentable au lendemain du 7 octobre. Mais là, ce qui est terrible, c'est que
elle fait ça, elle traite Michel Barnier de papy dinosaure, d'enfant du RN et de la Macronie. Elle est sur ses arguments, mais elle fait ça dans une sorte de scénette, une sorte de clip vidéo, mais qu'est-ce que c'est que la politique? Qu'est-ce que les Français attendent? Ils attendent tout sauf ça. Quand on a des émissions qui aiment bien, détecter tout ce qui peut être du registre du ricanement, de la moquerie, mais c'est du pain béni pour ce type d'émission. Quand on a des représentants, je dis le mot représentants, ils représentent les Français, qui sont tellement en décalage et se ridiculisent tellement et se donnent, c'est le quart d'heure de célébrité d'Andy Warhol, mais cette députée, il y a pire, elle était prof de français, au moins elle n'est plus prof de français. Elle n'est plus devant les élèves. Elle n'est plus devant les élèves. Ceux sont dans cet happening permanent qui n'est pas au cœur des préoccupations des Français. Jean-Pierre, Denis. Enfin, que c'est à distance des préoccupations des Français, oui et non, parce qu'on parle là de députés qui ont été réélus. Bien sûr, donc vous avez raison. Les électeurs ont tranché et ils ont réélu ces députés, et les propos d'un député du Rassemblement national, d'ailleurs sur Michel Barnier, étaient du même acabit. Il s'est excusé quand même hier soir. Oui, c'est déjà pas mal, mais enfin, il a peut-être aussi probablement dû s'excuser parce qu'il était en porte-à-faux avec la ligne de son parti, qui était plutôt au contraire de laisser faire. Voilà, donc ce qui est vrai. En revanche, je suis tout à fait d'accord, c'est que c'est une façon pour ces anonymes de la représentation nationale d'exister, d'émerger, et c'est une notoriété qui ne les mènera nulle part, mais qui leur permet d'exister quand même. Je reprendrai juste la citation de Brassens. Là, je ne fais rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Alors, on va marquer une pause et vous pourrez dire un petit mot tout de suite après. Mathieu Bachelon, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on n'a pas eu votre coup de gueule. Alors, vous vouliez peut-être dire un petit mot sur... Oui, mais j'ai oublié. Oui, moi aussi. Donc, on passe à autre chose. Jean-Baptiste Moreau, votre coup de gueule. Pas du direct. Non, c'est pas vraiment un coup de gueule. Au coup de cœur, oui. Coup de cœur, oui. C'est l'accueil de la nomination de Michel Barnier dans le monde agricole qui est plutôt favorable. On va dire que cette période. Il a été ministre de l'Agriculture. Il a été ministre de l'Agriculture. Sur la politique agricole commune, il a eu une action assez déterminante à l'époque où il était ministre. Pour rééquilibrer les aides PAC, je vais pas enterrer nos auditeurs sur des détails techniques, mais vis-à-vis notamment de l'élevage, il a fait un certain nombre de choses. Il a été élu local, donc vis-à-vis des élus locaux et de la ruralité, c'est quand même un point fort, parce qu'il a une image certes de raid techno, mais il n'est pas techno. Il a été président de conseil départemental, donc l'accueil dans les campagnes est plutôt bon, et surtout à l'issue de cette période où en fait ça a surtout révélé la médiocrité de la classe politique, qui sont plus attachés à leur parti qu'à leur patrie, qui pensent plus aux prochaines élections et à leur destinée personnelle et à leur futur mandat que à l'avenir du pays et à l'intérêt de nos concitoyens. Voilà, on a aujourd'hui un Premier ministre qui a pas d'ambition personnelle. Enfin, je ne pense pas lors des futures échéances électorales, et qui va prendre enfin un peu de hauteur et qui va sortir, par rapport à ce que Frédéric Dabi disait tout à l'heure, peut-être la politique du tout communication où elle s'est enterrée depuis déjà pas mal de temps. Je remonterai ça presque à une vingtaine d'années, où la politique se réduit à de la communication, ce qui ouvre grand les portes à des médiocres qui ne sont bons qu'en communication, mais qui n'ont absolument aucun fond, et qui sont à peu près nuls sur tous les sujets, sauf sur TikTok. Donnez des noms. Il y en a à l'appel. J'aurai pas assez de temps pour les citer. On va revenir sur la nomination de Michel Barnier après combien? 51 jours. 51 jours exactement. Alors, vous ne me croyez pas quand je vous ai dit que certains journalistes avaient confondu Michel Barnier et Michel Le Bernier, la comédienne. Écoutez, c'était un son du zapping de Gilles Gansman ce matin. C'est au tour de Michel Bernier d'être évoqué. La piste de Michel Bernier, le fait que Michel Bernier ait beaucoup d'expérience en politique. Pourquoi Michel Bernier plutôt que Xavier Bertrand? Voilà. Michel Bernier, qui est la fille du professeur Choron, qui est quelqu'un qui a beaucoup parlé de la politique, absolument, mais d'une autre manière très sympathique. On l'a évoqué avec Martine Laroche-Joubert. Est-ce que c'est l'inculture de certains journalistes? Oui, je pense que vous pourriez en raconter pas mal. Ça peut arriver aussi. En 2017, une journaliste m'appelle pour parler de l'entourage d'Emmanuel Macron, et je parle, ce sont ces grognards. Elle me fait, mais ça veut dire que ça y est, ça grogne, il y a des tensions dans son cabinet? Non, je parlais des, voilà. Ouais, c'est comme ça. Donc j'ai pas donné de nom. C'était la preuve qu'il y a bien des journalistes qui ont confondu Bernier et Barnier. La plupart sont excellents et sont passionnés par la politique. Absolument. Moi, je les défends beaucoup. Alors,
attente. Frédéric, à vous l'honneur. Moi, je vais quand même nuancer sur un point. 51 jours, c'est long, ça a été toute une dramatisation sur la scène médiatique. Pardon, du point de vue de l'opinion publique, ils ne s'en foutaient pas. Mais ils ont laissé du temps à Emmanuel Macron. Ils ont acheté la trêve olympique, la trêve estivale, la trêve paralympique. Et puis, bon, on était arrivé dans le money time, dans les arrêts de jeu. C'est vrai qu'après la rentrée scolaire, après la fin des Paralympiques, il fallait un Premier ministre à la France. Mais quand, dans des enquêtes qualitatives, vous savez que je les aime beaucoup parce qu'elles permettent de voir non pas comment les Français adhèrent à des idées, mais comment ils s'expriment, comment ils structurent des choses. Les critiques à l'égard d'Emmanuel Macron étaient très peu liées à la non-nomination d'un Premier ministre qu'au fait que les Français étaient restés sur l'acte lourd de la dissolution, qui reste un acte incompris, irrationnel, jugé irréfléchi et qui a, pardon de le dire, mais dissous l'image d'Emmanuel Macron. Donc on n'était pas sur une ardente. Il n'y avait pas une attente, ça excitait le petit milieu médiatico-politique. Maintenant, les Français sont assez contents qu'il y ait non pas un gouvernement, parce qu'on est pas encore. Mais on a ça, on n'y est pas encore. On a un Premier ministre et je remarque que les fâcheux, les grognards, hier qui critiquaient l'arrivée de Michel Barnier ou l'annonce de la nomination, ont changé d'avis à la vue de la passation de pouvoir. Vous en avez pensé quoi, Jean-Pierre Denis, vous, déjà de cette longue période, effectivement, et je crois que Frédéric Dabi a raison, les Français s'en foutent. Non, ils s'en foutaient pas. C'était pas un sujet d'intense attente. Oui. Ce qu'on peut reprocher à cette période, c'est la méthode, c'est pas la longueur de la période. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu arriver au même résultat avec une plus grande légitimité qui serait un atout pour le nouveau Premier ministre. Si Emmanuel Macron avait confié, mettons, à Lucie Castet le soin de former un gouvernement avec une majorité parlementaire qu'elle n'aurait pas eu, puis dans une logique un peu de tradition démocratique, de confier au deuxième parti, en l'occurrence c'est le Rassemblement National, puis au troisième, Renaissance, et puis à ce moment-là on aurait dit, vous voyez, on a fait le tour, il faut trouver une autre solution. C'est plutôt du temps utile qui a été un petit peu gâché, et je pense que le premier à en pâtir, ça va être le nouveau Premier ministre. Mathieu. Moi j'ai envie de dire tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même, alors pas que de la part de l'Élysée, mais il y a eu toute une orchestration avec tous les noms qui ont fuité, plus ou moins. Alors on sait pas. Il y a eu les candidats. Vous savez comment ça marche. Les candidats eux-mêmes qui font fuiter les noms. Il y a les fameux ballons d'essai, c'est-à-dire que peut y avoir l'entourage, comme on dit, du président de la République qui peut faire fuiter des noms pour voir comment ça fonctionne. Il peut y avoir des noms qu'on fait fuiter aussi pour créer un leurre, pour pendant ce temps-là négocier avec quelqu'un d'autre. Toujours est-il que je pense que le grand public a été un peu, noyé. Je parle sous le contrôle de Frédéric, qui lui a peut-être des indices plus précis que le doigt mouillé que j'aurais, mais c'est-à-dire qu'on avait cette impression, d'une période un peu très longue, avec des noms qui sortaient par-ci par-là, pour arriver à la fin à Michel Barnier, qui ne donne pas en plus l'impression d'être, à tort ou à raison, le premier choix. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression qu'il a été choisi par défaut, parce que d'autres ont refusé, ou parce que les majorités n'ont pas pu se faire sur tel nom ou sur telle autre chose, en fonction des arbitrages, avec, on l'a vu, le fait que le Rassemblement National, visiblement, aurait joué un rôle assez important quand même, notamment dans la censure éventuelle, et dont le refus pour Xavier Bertrand, par exemple, qui n'aurait pas eu. Voilà. Donc je pense qu'il y a une sorte de grand flou avec ce côté, tout ça pour ça. Surtout que les Français ne se placent que rarement dans une logique de casting, ils sont dans une logique de résultat. Ça fait le lien avec ce qu'on s'est dit précédemment sur les écarts de tel ou tel député. On attend que le politique change la vie, et c'est vrai que maintenant c'est pour ça aussi qu'ils ne sont pas passionnés par le feuilleton Cazeneuve, Bertrand ou d'autres. Jean-Baptiste, séquence. Je pense pas que ce soit un choix par défaut. Je pense que effectivement il y a des ballons d'essai qui sont mis. Effectivement, c'est une situation inédite. Donc le président devait ajuster par rapport à qui était capable de réunir une majorité et surtout stable et de pas être renversé le lendemain. Alors bien sûr, il aurait pu nommer Lucie Castet, il aurait pu nommer Rassemblement National, mais je veux dire, on a quand même pas trop de temps à perdre, parce que ça exigeait que l'Assemblée nationale siège pendant les Jeux Olympiques et tout ça. J'imagine pas les Français se passionner, et surtout l'image que ça aurait donné vis-à-vis de l'extérieur, d'avoir une Assemblée nationale qui censure Lucie Castet, qui censure le RN, et qui Donc moi je pense qu'il vaut mieux il valait mieux prendre le temps de réfléchir, comme l'a fait le président, pour nommer une personne qui arrivera à composer un gouvernement et à tenir le délai du budget du projet de loi de finances, qui est quand même une échéance importante dans la
la vie parlementaire, mais même dans la vie du pays, parce que s'il n'y a pas de budget voté, il n'y a pas de salaire pour les fonctionnaires. Je pense que ça sera autrement plus urticant que le fait d'avoir attendu 50 jours pour avoir un Premier ministre. Voilà, Michel Barnier, c'est effectivement pas un perdreau de l'année, c'est quelqu'un qui a fait toutes ses classes en politique, qui a plutôt bien réussi les dernières missions qui lui ont été confiées, notamment au niveau de la négociation du Brexit, au niveau de l'Union européenne. Donc voilà, il va permettre de prendre un peu de hauteur. Alors par contre, je suis pas sûr qu'il soit compatible avec le temps politique médiatique du moment. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va se ruer sur les réseaux sociaux et qui va se ruer sur les plateaux télé. Pour moi, c'est une bonne chose. Je suis pas sûr que pour les citoyens aujourd'hui, qui sont habitués maintenant à la com pour la com, au niveau de la politique, soient encore prêts à avoir ce temps long. Jean-Baptiste, Jean Castex était un peu dans cette situation-là aussi. Pas le même âge, certes, mais c'était pas un surcommunicant. C'était aussi un élu local qui est ancré sur le terrain. Oui, c'est vrai. Bon, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour évoquer donc la nomination de Michel Barnier, nouveau Premier ministre, adoubé par le RN. Ça fait partie des négociations, Frédéric Dabi, qui ont eu lieu, effectivement, puisque Xavier Bertrand était donné comme Premier ministre. Veto absolu. Oui, mais Xavier Bertrand était celui qui tenait visiblement le plus la corde, comme on dit, et il y avait il y a eu un veto absolu du RN. Donc j'entends ce que vous dites. Moi, j'ai du mal avec le terme adoubé. Non, mais c'est la une de Libé. Qu'est-il sorti des urnes le 7 juillet? Bien sûr. Malgré un scrutin majoritaire à 2 tours qui traditionnellement, 2 exceptions, 88, 2022, donne une majorité claire, il y a eu 3 blocs. 3 blocs à 20-30 sièges près équivalents. Ce qui fait qu'on est dans un jeu à 3, avec un faiseur de roi, le parti radical de la République, CLR, de maintenant, qui peut participer à des gouvernements. Et c'est clair que le troisième, le bloc RN, c'est la première France, mais le troisième bloc peut être faiseur de roi, peut mettre des vétos. C'est, je pense que ce qui s'est passé, la nomination de Bertrand, l'hypothèque Cazeneuve, c'est lié avant tout à ce rapport de force sorti des urnes complètement inédit, qui fait que chaque Premier ministre sera dans une situation de fragilité absolue, puisque il suffit que les députés du NFP et ceux du RN votent la motion de censure, baissent le pouce pour que le gouvernement tombe. Mais il fallait 51 jours pour s'en rendre compte. Il fallait qu'on écoute. On l'a vu dès le 7 juillet au soir. J'ai bien aimé le terme d'Édouard Philippe dans son interview du Point. C'est ingouvernable. On peut être même plus vulgaire que ce ingouvernable. Ça sera extrêmement compliqué d'éviter une nouvelle dissolution. Je veux pas jouer à Madame Irma parce que j'en ai ni le talent ni la compétence, mais globalement, de toute façon, on sait très bien que c'est un siège éjectable. Enfin, que Michel Barnier, il peut très bien être demain ou dans 15 jours ou dans 3 mois suite au PLF renversé parce que le RN va basculer. Parce que de toute façon, tout ça est lié d'une à la soumission totale du NFP à la France Insoumise, au sectarisme de la France Insoumise qui a dit qu'il déposerait une motion de censure. On sait très bien que si le RN dépose une motion de censure demain, la LFI et NFP le votera pas et donc il y a peu de chances que ça passe. Par contre, on sait très bien que si le NFP pose une motion de censure et que le RN le vote, le Premier ministre est renversé. Donc ces paramètres-là, et c'est ce qu'expliquait Frédéric avec ces 3 blocs, il y a rien de simple dans la gestion. Et moi, je vois pas effectivement comment ça tient plus d'1 an une Assemblée nationale telle que celle-là, parce que dès qu'il va y avoir des décisions un peu difficiles à prendre, des décisions politiques, notamment on voit bien sur les déficits excessifs, il va y avoir des décisions courageuses à prendre. Je vois pas bien qui va prendre la responsabilité de voter des réductions, des hausses d'impôts ou des réductions de crédits sur tel ou tel ministère avec la perspective d'une élection dans 1 an ou même avec la perspective des élections de 2027. Donc je crois pas à la longévité. Là, on part au plus pressé. On essaye de trouver un Premier ministre qui va rester plus de 15 jours. Voilà, c'était ça le paramètre. Jean-Pierre Denis. La une de Libé qui fait de Barnier une sorte finalement de marionnette en fait du Rassemblement national est excessive. C'est absurde, surtout quand on connaît son parcours politique. Mais il y a quand même une forme de soutien sans participation. Alors c'est sans participation évidemment, un soutien minimal et qui ne tiendra que comme la corde tient le pendu. Bon, ça c'est une chose. Mais il y a une forme de soutien sans participation. La preuve, vous l'avez dit, il y a eu un veto
à l'encontre de Xavier Bertrand, et donc le président de la République a renoncé à nommer Xavier Bertrand. Mais le vrai juge de paix, c'est le moment du budget. Que va-t-il se passer au moment du budget ? Qui va voter contre, qui va s'abstenir, comment il va faire passer ce budget. En réalité, c'est là que ça va se déterminer. Ouais. Mathieu ? Non, mais on est sur ce que disait Frédéric, une situation totalement inédite, puisque a priori, tout dans l'esprit de la Ve République, du moins c'est ainsi qu'avait été rédigée la Constitution de la Ve, devait garantir de ne pas basculer dans ces errements qui étaient les errements de la 4e. Et ça avait fonctionné, force est de constater, jusqu'ici. À part, effectivement, la majorité relative de 88 et 2022. Mais 2022, c'est déjà l'ouverture de cette même séquence, en réalité. C'est-à-dire qu'on est et là, on se retrouve avec un Parlement qui retrouve énormément de poids, mais pas forcément pour le meilleur, puisqu'on est vraiment dans ce qu'on a vu, c'est-à-dire du jeu d'alliance, du jeu de majorité introuvable, de coalition, et avec ce que disait très justement Jean-Baptiste, un gouvernement sur un siège éjectable. On se retrouve dans une faille du système majoritaire à 2 tours avec un résultat de proportionnel suite à un scrutin majoritaire à 2 tours. Donc c'est ça qui rend le truc ingouvernable, parce que si vous avez une vraie proportionnelle, vous avez effectivement des attributions de sièges qui sont proportionnelles au résultat, et donc vous avez des majorités qui peuvent arriver à se distinguer. Alors que là, c'est ingouvernable. On n'aurait pas des résultats fondamentalement différents, et on aurait des élus qui seraient encore plus déconnectés. Malheureusement. Moi, je suis totalement opposé à la proportionnelle, notamment dans les territoires ruraux. Que les choses soient claires, ça serait une catastrophe. Finalement, on touche aux limites de la Ve République, parce que là, on voit bien qu'on est à la limite de la crise de régime, avec un blocage, un président qui peut pas se représenter, une assemblée qui peut pas être dissoute. Néanmoins, le génie de cette constitution, c'est d'ouvrir des possibles qu'on n'avait pas vus venir, qu'on n'avait pas cru possible. Moi, je suis assez vieux pour me souvenir de la première cohabitation. On avait dit, mais c'est impossible, c'est complètement contraire à l'esprit de la Ve République. La Constitution s'est inscrite très tranquillement, plusieurs fois, dans les mœurs de la Ve République. En revanche, ce qui a changé, c'est cette espèce d'accélération du temps politique qui est quand même particulière à la France. On est le pays qui a le plus de preuves, depuis l'adoption du quinquennat, quand on compare avec tous les autres pays européens, et même avec l'Italie, on est un pays qui a une succession de premiers ministres qui sont de plus en plus éphémère. Et c'est peut-être, en fait, la réforme qui a peut-être fait basculer, c'est probablement le quinquennat qui a déséquilibré les institutions. Alors, que les choses soient claires, je suis pas favorable à la proportionnelle, notamment dans les territoires ruraux, ça serait juste une catastrophe. Des scrutins de liste dans des territoires ruraux où le citoyen a besoin d'interpeller son député pour tout et n'importe quoi, comme il a besoin d'interpeller son maire, ça serait une désaffection vis-à-vis des élections législatives qui serait catastrophique pour moi dans des territoires ruraux. On parle pas de cohabitation, justement, l'Élysée parle de coexistence exigeante. C'est un bel élément de langage. Oui, c'est des mots, c'est des mots. Mais ça veut dire, que la nuance, ça veut rien dire. Non, mais que les choses soient claires. Aujourd'hui, Michel Barnier, on l'a vu hier dans les déclarations, notamment d'Agnès Pannier-Runacher ou de l'aile gauche, on va dire, de l'ancienne majorité présidentielle. C'est pas un fait acquis, le non-vote d'une motion de censure par un certain nombre de députés du centre, elle est pas garantie si Michel Barnier part dans des politiques très très favorables au RN ou à l'extrême droite. Il n'est pas interdit que certains députés de l'ex-majorité présidentielle votent la censure. D'autant plus que ces députés sont moins attachés au président et à Emmanuel Macron que par le passé, parce qu'il y en a beaucoup qui lui en veulent de la dissolution. On sait bien que Gabriel Attal, c'est compliqué aujourd'hui ses relations avec le président de la République. Donc rien ne dit que demain la censure soit pas votée contre Michel Barnier avec des voix des députés centristes. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Oui, c'est l'incertitude dont on parlait au début de notre échange. On n'imagine quand même pas cet acte, ce comportement de la part de l'ex-majorité, mais je partage votre point de vue, Jean-Baptiste. On est dans une telle ère d'incertitude parlementaire. Alors, faut pas quand même mettre de côté l'équation, ou plutôt l'ingrédient opinion publique. Les Français ne supporterait pas, à mon avis, un gouvernement technique où il se passerait rien, ne supporterait pas un gouvernement qui expédierait les affaires courantes sans être un gouvernement démissionnaire. On est dans ce rapport politique. Mais c'est d'ailleurs ce qui n'a pas été, ce que n'a pas choisi le président de la République. Oui, on est d'accord. C'est pas, alors, et puis, on a évoqué tout à l'heure rapidement son expérience pendant le Brexit. C'est quand même quelqu'un
qui a négocié avec le Parti conservateur britannique. Oui, alors là, bon courage pour négocier avec un parti conservateur britannique qui est divisé avec lui-même à l'infini, enfin vous vous souvenez, on a quand même oublié le cirque que c'était. Il a tenu son cap, il n'a pas lâché grand-chose. Non. C'est plutôt un sans faute. Il a obtenu le moins pire des Brexit possibles. En tout cas, il a défendu jusqu'au bout la position et les intérêts de l'Union européenne et des États qui la composent. Donc, il a quand même un certain savoir-faire. Moi, quand vous avez parlé tout à l'heure des confrères et consoeurs qui ont déformé son nom, moi, j'ai envie de dire, c'est Joe Barnier, hein. C'est-à-dire, mais pas celui d'aujourd'hui qui sait plus comment il s'appelle et qui peut plus se présenter. Celui d'il y a 4 ou 5 ans que personne n'avait vu venir, qu'on disait, j'allais dire, usé, vieilli, fatigué, qui est arrivé quand même au pouvoir alors qu'on l'avait pas vu venir. Là, il y a quand même quelqu'un qui arrive avec une expérience, un demi-siècle d'expérience politique et de négociation. Et je pense que par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est un énorme. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a été président de conseil départemental, il a été élu de base, on va dire, député. Donc son expérience politique, elle plaide quand même pour lui. Je veux dire, si lui y arrive pas au niveau des négociations, pas grand monde va y arriver. Mais c'est ça qui est très intéressant et qui est très inédit. On ne discute pas sur sa capacité à agir, à réformer, mais sur la méthode, sa capacité à écouter, engager des négociations, dialoguer, construire ce mécano parlementaire qui va et gouvernemental, parce que avec quel gouvernement qui va rester, qui va arriver, avec qui va-t-il gouverner? Est-ce qu'il va garder des éléments de l'ancienne équipe? Est-ce que vous lui conseillez d'un point de vue de l'opinion publique? Je pense que ce ne sera pas une bonne chose. Il faut créer des conditions d'une forme de rupture. Donc reprendre des ministres, même des ministres très populaires. Gérald Darmanin a quand même acquis un vrai crédit dans l'opinion publique. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, également très fortement du fait de la très bonne gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais c'est clair qu'il faut donner ce parfum de cohabitation. Et ce parfum, s'il y a des ministres qui continueraient sur leur lancée de 2022-2024, ça serait très étonnant. Mais c'est très compliqué parce qu'Olivier Faure a dit qu'il n'y aurait pas un seul socialiste. Alors je suis pas sûr qu'Olivier Faure maîtrise l'ensemble des personnalités du Parti socialiste et qui vont tous lui obéir le doigt sur la couture du pantalon. Pourraient rentrer. Mais des personnalités de gauche doivent rentrer, je pense. C'est incontournable s'il veut arriver à effectivement répondre aux attentes, notamment des citoyens qui ont voté tel qu'ils ont voté. Mais il est aussi obligé de composer avec le centre parce que je suis désolé, mais c'est quand même un des groupes majoritaires. Il y a plus de 190 députés entre le MoDem et Ensemble pour la République, donc il est obligé de composer avec eux. Donc il y aura forcément des ministres issus de ces rangs-là. En termes de com, garder des ministres du gouvernement actuel me semble pas être une très bonne idée. Jean-Pierre, ça me semble même une très mauvaise idée, mais est-ce qu'il aura le choix? C'est pas sûr. Hein. Il a besoin quand même du soutien du camp présidentiel. Donc. Oui, il a besoin du soutien, mais il y a peut-être d'autres personnalités, à trouver. Oui, mais ça fait partie aussi du compromis. C'est-à-dire que le compromis, c'est une opinion publique qui demande clairement une rupture. Ça, on est tous à peu près d'accord là-dessus. Et en même temps, le fait qu'il va devoir trouver sinon une majorité, du moins une absence de majorité contre lui. Et donc, ça fait partie du compromis, peut-être, de reprendre. Parce que s'il prend que des gens chez LR, le gouvernement est renversé dans les 15 jours. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas tenir non plus. Je veux dire, il va pas sortir non plus. C'est pas un magicien. Les personnalités, il faut qu'ils prennent celles qui existent. Il va pas en inventer d'autres. Donc, il faut quand même des gens qui soient un peu madrés politiquement pour aller discuter avec l'Assemblée nationale sur tel ou tel projet de loi qu'ils vont devoir porter. Donc, il faut quand même des gens qui aient un peu d'expérience politique. On peut pas mettre que des techniciens non plus. Et puis, très probablement, tout cela pour ne rien faire. Parce que c'est quand même pas les conditions pour agir. Alors, dans un pays qui a un petit peu besoin de réforme, ce qu'on peut prédire, alors en effet sans être Madame Irma, mais sans trop de chances de se tromper, c'est que c'est un gouvernement qui ne pourra pas avoir une activité législative extrêmement dynamique, et peut-être que ça va nous reposer aussi un petit peu. Peut-être. On va y revenir dans un instant. Ce matin, je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Pascal Perrineau, donc politologue, qui parle de cohabitation, une expression où il fusionne cohabitation et coalition. C'est pas. Ça fait un peu alité. Oui, c'est un petit peu. Et puis voilà, vous nous direz aussi, est-ce que la France est à droite ou à gauche? Frédéric Dabi, dans un instant, tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec Jean-Pierre Denis, Mathieu Batchalon, Frédéric Dabi et Jean-Baptiste Moreau. Donc, quel gouvernement? C'est ce qu'on évoquait. Est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura des ministres RN? Est-ce que ça fait partie des normes? Non, ça c'est pas imaginable. Ça. Non, là c'est. Le RN est dans une logique. Le RN est dans une logique d'opposition et une stratégie de distinction. Distinction par rapport à un nouveau front fait populaire, c'est la suite de la stratégie de la cravate et surtout l'idée plus que jamais que Marine Le Pen en 2027 ou avant ou un autre candidat du RN soit l'alternative. Et on peut pas être l'alternative si on donne le sentiment de s'être mouillé dans un gouvernement d'Emmanuel Macron. Puis là, pour les députés de l'ex-majorité présidentielle, voteraient la censure immédiatement. Enfin, je veux dire, pas acceptable que dans ce gouvernement il y ait le RN. Il y aura quoi, des NFP? Oui, il y aura des NFP, des personnalités de gauche non NFP, et puis vous parlez du gouvernement. Oui, il y aura des LR et puis des participants du bloc central, la société civile aussi. Moi, je croyais un gros ministère pour Bernard Cazeneuve, mais il a dit hier a priori qu'il ne participerait pas au gouvernement en tant que tel. C'est un peu compliqué d'avoir été pressenti comme le chef. Premier ministre, non, mais ça se comprend. Mais par contre, ça serait vraiment très quatrième République. NFP, c'est pas sûr quand même, parce que dans les promoteurs du NFP, Olivier Faure a dit clairement qu'il n'est hors de question qu'il participe au gouvernement. Donc, je pense que, sans faire Madame Irma, faut reprendre l'expression de Jean-Baptiste tout à l'heure, sur la partie gauche, ce sera pas des personnalités de premier ordre, ce sera plutôt du débauchage individuel, je pense, ou des aventures individuelles avec soit des seconds couteaux, soit des personnalités qui n'ont pas eu d'activité politique depuis un certain temps. Ouais. Je voudrais qu'on parle de ce qui intéresse les Français, à savoir le pouvoir d'achat. Frédéric Dabi, vous avez publié une balise. C'est un sondage que vous faites régulièrement. Comment vous en sortez-vous avec les revenus de votre foyer, l'évolution du pouvoir d'achat? Diriez-vous qu'il a, au cours des derniers mois, beaucoup augmenté, un peu diminué, beaucoup diminué, total diminué 59%? Oui, alors c'est un sondage qui est assez... je dirais ambivalent. D'un côté, on voit toujours que le pouvoir d'achat est une vraie... c'était en 2007. Oui. Ensuite, 66% en mai 2023 et 60%. Oui. Comme vous le dites, c'est des questions qu'on pose régulièrement avec le JDD, avec LCI, avec Sud Radio. On a plus que jamais des Français préoccupés par cette question, avec un chiffre terrible. Quasiment un Français sur deux nous déclare, parce que c'est du déclaratif, que le 10 du mois, ils n'ont pas plus que 200 euros sur leur compte, mais quand même. Et puis, on a aussi, quand on regarde les catégories les plus sensibles à la question du pouvoir d'achat, et là ça fait le lien avec l'attraction du vote RN, sur les catégories de la France active, la France du travail, les ouvriers, les 35-50 ans, les 50-64 ans. Il y a quand même un élément, je dirais, un peu encourageant dans ce sondage, c'est qu'on sent la crispation qui était terrible, qu'on avait fait cette enquête en 2023-2022, inflation, hausse des prix, crise du prix des carburants, les choses se décrispent un peu sur tous les indicateurs. Le sentiment de préoccupation, d'inquiétude recule. Mais ça reste quand même quelque chose de très fort. Et dans notre enquête qui a été diffusée lundi sur les priorités des Français, plus que jamais, le pouvoir d'achat surclasse en termes de préoccupation la lutte contre le chômage. L'injustice, maintenant, je le dis souvent, ce n'est plus être au chômage, c'est avoir un travail qui paye mal. Et là, on est aussi au cœur du mal français. Et ça va avec le recul du chômage aussi, qu'on observe depuis quelques années, mais effectivement, le pouvoir d'achat, c'est quelque chose, moi, j'ai fait la campagne des législatives, pas avec un score fabuleux, mais bon, j'ai 17% au premier tour, c'était pas si mal. Et effectivement, c'est la préoccupation qui revient, y compris chez les retraités, y compris dans toutes les classes, on va dire, d'âge et dans toutes les catégories socio-professionnelles. C'est une préoccupation hyper importante. On voit bien qu'effectivement, avec le recul de l'inflation, c'est moins prégnant que ça a pu l'être l'année passée ou même encore en début d'année. Mais c'est un dossier dont le Premier ministre et dont le futur gouvernement doit s'emparer à tout prix, parce que ce gouvernement qui va être nommé ne peut pas se contenter d'immobilisme dans l'année qui vient, parce que sinon on ouvre pour le coup droit à la porte au Front National sur le prochain coup. Donc si rien ne se passe, on a déjà le résultat de 2027. Hein. Les uns et les autres peuvent se présenter autant qu'ils veulent, Édouard Philippe et les autres. On sait qui va gagner en 2027 si rien ne se passe d'ici là, s'il n'y a pas un changement dans la vie des Français ressenti par les Français. Jean-Pierre, mais c'est matériellement impossible d'obtenir des majorités, à part sur l'euthanasie, où il y a une majorité très probablement à l'Assemblée nationale.
je vois pas d'autres sujets sur lesquels il y aurait une espèce de consensus. Et certainement pas évidemment sur les questions migratoires, certainement pas sur les questions d'écologie, pour prendre deux exemples diamétralement opposés dans le paysage politique. Je vois pas comment il peut y avoir... Il peut y avoir des majorités distinctes qui votent des textes distincts. Ça peut exister, bien sûr, à condition qu'il n'y ait pas de crispation. C'est d'ailleurs même comme ça que le gouvernement peut tenir. Ça peut être que comme ça. Oui. Moi, ce qui m'a marqué dans l'étude faite par nos amis de l'IFOP, c'est la question de... Ce que disait Frédéric, la question de l'âge, avec une surreprésentation des personnes qui se disent n'ayant plus rien, étant découvert en fin de mois, chez les 35-49, et même montant jusqu'à 64. Donc c'est-à-dire, on a réalité en fait les actifs, le monde du travail, les gens qui bossent, qui était, vous vous souvenez, le ferment des gilets jaunes, ça a débuté comme ça. C'était ça, des gens qui travaillent, des gens qui mais qui sont plombés par l'immobilier, le crédit à rembourser pour la maison et surtout dans la France ce qu'on dit périphérique, la question des transports avec l'augmentation du prix de l'essence et le fait devoir avoir deux voitures souvent dans certaines familles. Et c'est ça qui est préoccupant à mon avis, c'est le chantier prioritaire, quel que soit le gouvernement, c'est de permettre à cette France du travail, qui est pas une France, on parle pas là en fait de jeunes qui viennent de débuter dans la vie, qui ont du mal à joindre les deux bouts. On parle de personnes qui a priori à 49 ans ou 55 ans sont censées travailler depuis quasiment une trentaine d'années et qui n'arivent pas. Et ça en fait partie parce que ces générations-là, elles doivent aider les jeunes qui débutent justement, qui en plus j'allais vous dire, c'est chez les 50-64 ans que ce sentiment est le plus partagé. C'est la catégorie qui depuis 2019 vote le plus au RN aux élections, et c'est la catégorie maudite entre guillemets, celle qui est concernée au premier chef par la réforme des retraites, celle qui dans le monde du travail est parfois mise doucement dehors dans les entreprises, et comme vous le dites Jean-Baptiste, la catégorie charnière qui aide ses enfants et qui est aussi souvent aidant pour ses parents. Donc c'est vraiment la catégorie sur laquelle il faut à mon avis mettre le paquet, parce que on peut très bien, on peut perdre une élection présidentielle en ayant le vote des personnes âgées, Giscard 81, Sarkozy 2012, on ne peut pas gagner une présidentielle, en tout cas dans l'histoire de la Ve République, sans avoir le vote de la France du travail, qui a choisi Nicolas Sarkozy en 2007, Hollande en 2012. En 2022, c'était du 50-50, si je puis dire, au second tour, quasiment, en tout cas une avance très légère pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Mais est-ce qu'ils auront le temps ou la possibilité d'agir? Ou les marges de manœuvre, c'est ça le problème. C'est les marges de manœuvre. C'est pour ça que c'est pour ça que le scénario le plus probable, c'est quand même une dissolution l'année prochaine. Je suis désolé il y a un an, 8 mois. Mais il faut que les partis bossent. Il faut qu'il y ait des vraies propositions qui émergent sur notamment ces thématiques-là dans les partis politiques. Mais il faut qu'ils arrêtent de ne penser qu'aux prochaines échéances électorales et qu'ils s'intéressent un peu à la vie des Français. Ça changera. Mais ça, c'est pas nouveau. Enfin, Jean-Baptiste a raison, mais c'est la queue de comète d'années et d'années de partis qui ne bossent pas. On avait dit que le fond, ça servait à rien, que c'était l'ancien monde, que c'était pas intéressant. Et comme vous disiez tout à l'heure, qu'il valait mieux aller sur les réseaux sociaux, faire des messages courts. 2-3 mesures faciles. Et là, je mets tout le monde dans le même panier. La plupart des partis qui autrefois faisaient de la formation militante, faisaient de la formation intellectuelle, ont totalement abandonné ce champ. Parti socialiste le premier. Donc on parle à des anciens militants qui nous racontent que dans les années 70 et les années 80, il y avait des écoles de formation avec des listes de lecture, avec une rhétorique, tout ça, une militante, et on se nourrissait, on était dans la société, on faisait groupe. Ça a totalement disparu. Ça marchait tant que c'était des machines à donner des mandats. Dès lors que ça existe encore, mais dans un seul mouvement politique qui est LFI, où il y a une véritable formation. C'est sûr. Oui, c'est vrai. Ça pour le coup, des cadres et des. Pour le coup, vous avez raison avec l'Institut de la Boétie, par exemple. Alors on en pense qu'on en veut, mais il y a sur le fond, moi je veux pas, mais sur la forme, il y a une volonté effectivement pour avoir été porte-parole d'En Marche. Ça existait aussi à partir de 2017, mais ça s'est étiolé au fur et à mesure. Et on s'est mis dans les charentaises des partis politiques de gouvernement traditionnels, que ce soit les LR ou le PS, qui ne font plus ça du tout. Gabriel Attal, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Emmanuel Macron a le chic de faire quitter Matignon à ses premiers ministres dans une situation de popularité très forte. Édouard Philippe, état de grâce. Jean Castex dans une situation très favorable. Elisabeth Borne, impopulaire, mais la reconnaissance d'un véritable courage en politique. Et Gabriel Attal, c'est la deuxième personnalité préférée dans le baromètre fiduciaire pour Paris Match et Sud Radio, qui aura lieu au mois de septembre, puisque maintenant nous avons un Premier ministre et j'espère bientôt un gouvernement. Et effectivement, il a marqué des points auprès des Français, et lui aussi, il a bénéficié, et il bénéficie encore d'une distinction par rapport à la figure
maintenant désormais assez repoussoir du président de la République. Le gros avantage, c'est qu'en 8 mois, il n'a pas eu le temps de se faire trop d'ennemis et de perdre en crédibilité dans son poste de Premier ministre. Oui, on peut le faire en 8 mois, hein. Il y en a qui sont arrivés. Certains, ça a duré même moins de 3 mois. Ouais. Oui. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est Alexis Poulain, 2 heures avec Alexis Poulain. Dans un instant avec vous sur Sud Radio. Très bon week-end, à lundi. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les 7 et 8 septembre.